partie et l'exposé est intitulé « 6 choses à savoir sur l'argent ». Donc, je vais encore donner la parole à l'orateur du jour et nous allons suivre attentivement. Merci. 6 choses à savoir sur l'argent. Une partie importante de cet ouvrage, parce que c'est le fruit de plusieurs réflexions et le fruit de plusieurs recherches qui m'ont poussé à pouvoir ressortir ces 6 choses. 6 choses à savoir sur l'argent ne veut pas dire que c'est limitatif. C'est-à-dire que, en dehors de ces choses à savoir sur l'argent, qu'il n'y en a pas d'autres, nous avons pris à titre indicatif. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. J'ai commencé par cette citation parce que je l'ai trouvée pertinente et je l'ai repris dans mon livre. N'importe quel esprit a de la difficulté à assimiler la vérité lorsqu'elle s'oppose à ses intérêts personnels. Wow! L'auteur, c'est Charles Munger. Charles Munger, qui est-ce qu'il est? Qui est-il, voulais-je dire? C'était un proche collaborateur de Warren Buffett. Pour ceux qui connaissent les finances, savent que Warren Buffett, c'est l'un des plus gros investisseurs en bourse au monde. Il a écrit des livres, c'est un homme à succès. Il enseigne aux gens comment trader, comment faire des trades en bourse. Un multimilliardaire, Warren Buffett, il a même fait un don de 100 millions de dollars à la fondation Bill Gates. Et Charles Munger était l'un de ses proches collaborateurs. Il était le président du conseil d'administration de Costco. Vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous savez ce que c'est Costco, le grand magasin Costco, c'est à lui. Donc il pèse pas mal de milliards. Quand il dit ça, en fait, il est en train de nous montrer qu'il y a des choses que nous devons croire, mais que nous refusons de croire simplement parce que ces choses ne convergent pas avec nos intérêts. Des fois dans la vie, on refuse d'assimiler certaines leçons, non pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce que nous ne voyons pas l'intérêt à les assimiler. Et ici, il est en train de nous faire voir qu'il est important pour nous, pour mieux assimiler une notion, de pouvoir aussi comprendre l'intérêt qui est caché dedans. Alors, le premier point à savoir sur l'argent, c'est que l'argent est un outil d'échange. Qu'est-ce que cela veut dire? L'argent que vous aspirez à avoir ne doit pas être perçu comme une simple donation ou une aumône. Il doit être le résultat d'un échange de reconnaissance ou d'un service que vous avez rendu. N'oubliez jamais cela. L'argent ne s'offre pas. L'argent ne se donne pas par pitié. L'argent ne se donne pas par miséricorde. L'argent que vous voulez recevoir un jour dans votre vie ne se donne pas parce que vous importunez les gens. Mais l'argent est un outil d'échange. Le jour où tu seras capable d'avoir quelque chose dont les autres ont besoin, automatiquement, tu seras aussi capable de l'échanger contre l'argent. Un jour, j'étais à Montréal et il a fait grand neige, il a neigé pratiquement 2 jours d'affilée. C'était la première fois pour moi de voir 40 cm de neige, au point que même les portes avaient du mal à s'ouvrir. Et la ville de Montréal a engagé des déneigeurs, au point qu'on a pris d'autres déneigeurs pour faire du temps supplémentaire, pour déneiger les rues, dégager les rues pour que la ville puisse avoir de la circulation. Et je me suis renseigné et j'ai appris que ces gens sont payés par heure, 70 $ par heure. Vous imaginez combien de rues nous avons à Montréal, combien de rues nous avons dans la rive sud à Longueuil. Et quand quelqu'un fait 6 heures, 7 heures par jour de travail pour déneiger, imaginez-vous combien il peut recevoir de la ville. En fait, ils sont capables de trouver des tracteurs et des machines pour déneiger. En échange, la ville les paye des grosses sommes d'argent. L'argent est un outil d'échange. N'oublie jamais cela.
Les gens veulent exploiter des stratégies de pitié. Des stratégies qu'on appelle ici au Congo le matolo. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Commence plutôt à réfléchir, qu'est-ce que je peux échanger contre l'argent? Les avocats échangent des services juridiques contre l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Les comptables échangent des conseils fiscaux contre de l'argent. Les journalistes échangent de l'information contre de l'argent. En fait, dans la vie, c'est un principe majeur à connaître sur l'argent. C'est un outil d'échange. L'argent ne se fait pas offrir par cadeau. Développe les outils, développe tes connaissances et tes habiletés afin que tu sois capable de les échanger. En Amérique du Nord, les plus gros salaires, ce sont les ingénieurs et les médecins. Ils sont environ à 300 $ de l'heure. 300 $ de l'heure, au point que les banques se les arrachent. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Contrairement avec des salaires des gens qui sont des travailleurs non qualifiés, qu'est-ce qu'on peut prendre travailleurs non qualifiés? Par exemple, le vendeur dans une supérette, un supermarché, tu travailles dans une industrie pour emballer les cartons, par exemple. C'est aussi un travail pénible, difficile d'ailleurs. Tu peux travailler aussi comme éboueur, prendre les poubelles, vider, ainsi de suite. C'est la catégorie des travails qu'on appelle les travails non qualifiés, pour lesquels, du reste, le Canada n'accorde pas de résidence pour ceux qui ont des travails non qualifiés et qui veulent immigrer au Canada. Alors, vous allez voir que la différence de salaire au niveau de ces deux catégories ne se situe pas au nombre de la pénibilité de travail que vous faites ou du temps que vous faites, mais c'est au niveau de la connaissance que vous avez accumulée. Vous êtes d'accord avec moi? Le diplôme de médecin, pour devenir médecin, c'est minimum 8 ans, qui te permet de pouvoir forger des connaissances au point de pouvoir être capable de soigner les gens. Et cette connaissance-là augmente la valeur des choses que tu échanges. Donc, s'il te plaît, j'interdisais en tant que pasteur, bien sûr, j'interdisais à mes enfants de l'église d'aller se casser le corps en faisant des temps supplémentaires. Tous, ils ont le réflexe, tous les Africains, entre guillemets, les immigrés qui arrivent, comme ils veulent gagner l'argent rapidement, ils vont dans des petites entreprises qui payent peut-être 19, 15 $ de l'heure. Ça peut paraître beaucoup ici, mais vous comprenez facilement qu'avec le pouvoir d'achat, c'est pas grand-chose. 20 $ de l'heure. Ils veulent faire des temps supplémentaires. Quelqu'un qui va travailler 13 heures par jour. Il n'arrive plus à venir à l'église. Le corps est fatigué. Il cherche à accumuler pour ne fût-ce qu'avoir de l'argent, payer ses factures, épargner et s'en sortir. Ce n'est pas mauvais. Mais je donne la stratégie. Au lieu de cumuler des temps de travail, ce que vous devrez faire, c'est acquérir des connaissances. Allez faire des formations et des certifications. Allez à HEC, apprenez la comptabilité, apprenez la gestion. Les banques vont vous prendre. Et une banque n'engage pas à moins de 40 $ de l'heure. Donc, automatiquement, tu deviens déjà quelqu'un de qualifié, mais aussi, tu fournis moins d'efforts et tu gagnes plus. S'il vous plaît, augmentez la valeur des produits que vous voulez échanger et automatiquement, vous allez aussi augmenter votre cash flow. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Merci. Deuxième chose à savoir sur l'argent. L'argent nous permet de créer un réseau de bonnes œuvres. Quelqu'un dit avec moi bonnes œuvres. J'insiste sur cette chose. C'est à partir de... vous voulez la page? Je pense que quelqu'un a trouvé la page. Peut donner aux autres? Page 125. Ok. L'argent nous permet de créer un réseau de bonnes œuvres. En distribuant à des causes qui nous tiennent à cœur,
qu'en l'utilisant pour aider les autres, l'argent prend une valeur qui va au-delà des simples fonctions de moyens d'échange. Écoutez-moi, si vous voulez être riche, ne vous enrichissez pas seulement pour vous-même. Vous devez être, c'est un principe normal dans le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez voir tel riche avait fait tel don, il avait fait telle fondation, il avait fait tel... Pourquoi? Parce que vous donnez un sens à votre argent. Si ton argent c'est seulement pour acheter des gros sacs, Louis Vuitton, c'est pour des Gucci, c'est pour des Versace. J'ai vu beaucoup de gens qui aiment les griffes dans notre pays, c'est pas mal. Mais vous devez savoir que vous n'avez pas encore compris le sens de l'argent. Mais le jour où vous comprendrez cela, vous serez capable de savoir que l'argent est fait pour les bonnes œuvres. Tout argent qui passe entre tes mains, la part du pauvre doit être retrouvée dedans. Ne crois pas que tout ce que, je dirais Dieu, tout ce que Dieu met entre tes mains, parce que je suis croyant, vous voyez que je suis très sensible à tout ce qui est religion quand je parle des finances, parce qu'il m'est arrivé de parler dans les milieux des gens des athées. Et nous, en tant que chrétiens, pour s'élever et entrer dans ces milieux-là, des fois, il faut modeler notre discours pour bien pénétrer et afin entrer les principes de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans mon livre, je ne commence pas directement au nom du Père et tout ça, tout ça. Vous allez voir que j'ai commencé par des histoires, j'ai commencé par ceci, technique d'approche, au point que maintenant tout le monde est à l'aise de le lire, parce que les fils de ce monde ont de la sagesse, mais ils oublient qu'au travers des Saint-Esprit, on est capable d'aller plus loin. D'accord avec moi? Bonnes œuvres. Tu ne peux pas vivre que pour toi-même. Tu ne peux pas vivre que pour t'enrichir toi-même. L'argent n'a pas de sens quand on l'acquiert simplement pour nous-mêmes. Vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes dans ce monde. Des fois, quand il a l'argent, aussitôt ça rentre, aussitôt ça sort, ça tourne dans les œuvres et automatiquement, ça permet à l'homme de s'étendre davantage. Mais il y a quelque chose qui est caché ici, que je n'ai pas peut-être dit de manière explicite, mais vous devez savoir que, je pense qu'ici aussi, je le crois, tout don humanitaire, œuvre caritative que vous faites est déductible d'impôts au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire la déduction d'impôts? C'est-à-dire que sur tes revenus, si tu gagnes 100 000 $ par an, tu as la braguette fiscale parmi les plus élevées en termes d'impôts. Parce que le principe d'impôt, c'est que plus tu gagnes, plus tu payes. Mais maintenant, si tu fais un don de 20 000 $, automatiquement, le gouvernement va faire quoi? Baisser tes impôts. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi vous allez voir que le jour où la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, Louis Vuitton LVMH, comment il s'appelle? On va trouver le nom du président de LVMH la plus grosse fortune de France. Regardez sur Google, s'il vous plaît. Quelqu'un peut regarder pour moi. La plus grosse fortune de France. Bernard Arnault. Bernard Arnault. C'est l'homme le plus riche d'Europe. Il a fait un don de 100 millions de $ à la cathédrale Notre-Dame pour que l'on puisse la réfectionner. Les gens crient. Les gens ont crié au scandale. Hein, c'est lui, non? Vous avez vérifié, hein? Bernard Arnault. Le propriétaire de Louis Vuitton, le propriétaire de Gucci, Fendi, H&M, c'est lui, il est le spécialiste du luxe. Il a même acheté Chanel, il a tenté d'acheter Hermès, il n'a pas réussi, parce que la famille Hermès, c'est quand même costaud. Alors, il a fait un don de 100 millions de $ à la cathédrale. Les gens ont crié, les pauvres en Europe, les pauvres en Afrique, au lieu de faire les dons aux gens qui meurent de faim, ils construisent des cathédrales. Il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que l'église est considérée comme une œuvre de charité. Quand tu fais un don à l'église, automatiquement l'impôt fait quoi? Ça baisse. En d'autres termes, il était en train de se prêter lui-même. Pensez aux bonnes œuvres. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Ok. Troisième chose à savoir sur l'argent. L'argent vous donne le choix face aux opportunités de la vie. L'argent offre la liberté de choisir et de saisir les opportunités qui se présentent dans la vie. J'ai raconté dans mon livre l'histoire d'une jeune fille, je ne citerai pas le nom,
mais qui venait à l'église, à la jeunesse, elle venait. À un moment, elle avait disparu à la jeunesse de l'église, quand j'étais encore responsable. Je me suis posé la question pourquoi elle avait disparu. Je suis allé chercher, on m'a dit qu'elle s'est fait opérer. Mais quand je suis allé là où elle s'est fait opérer et j'ai vu le médecin, il ressemblait plus à un mécanicien qu'à un médecin. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand on l'a opéré, on a touché un nerf du pied gauche, au point que son pied gauche a été paralysé. Pour une fille adolescente de 19 ans, 20 ans, imaginez le dégât. Mais quand vous allez là où on avait opéré, vous devez sauter des carcasses, traverser l'eau, sauter des bouses. Quel hôpital en tôle bizarre! Et le médecin est sorti, je regardais, mais ça c'était un mécanicien ou un médecin? Les opportunités de la vie. L'argent te permettra de choisir les meilleurs hôpitaux pour tes enfants. L'argent te permettra de choisir les meilleures écoles. Parce que tu as des rêves, parce que tu as des ambitions. Et si vous ne comprenez pas que l'argent vous donne l'opportunité des meilleurs... l'argent vous donne le choix face aux opportunités de la vie, vous croirez que l'argent est là pour distraire la galerie. Non. Ce n'est pas pour rien que Dieu voudrait que nous puissions vivre une vie de qualité. Parce qu'il y a un principe, c'est que quand Dieu te sauve, excusez-moi, je rentre comme si je prêchais, mais j'aimerais vous dire que tant qu'en tant que croyant, parce que mon auditoire aujourd'hui est un auditoire 100% croyant, sauf exception, je ne sais pas, peut-être ça peut arriver, mais si Dieu te garde sur cette terre, c'est pour que tu vives une vie de qualité. Parce qu'à un moment où tu décideras que je ne vais plus prendre la moto, je vais rouler en voiture. Parce que, vous savez, la moto te permet d'arriver très vite à la destination. Mais imaginez le nombre de risques que tu augmentes lorsque tu prends la moto. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne doit pas être normal de prendre la moto. Excusez-moi. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas pris la moto. J'ai pris aussi la moto. Mais à chaque fois que je prends la moto, je parle en langue. Je vous dis la vérité. Parce que l'autre fois, il a fait une affaire là. Mais avec les moyens, nous pouvons nous acheter des voitures, même s'il y a des trafics, il y a des bouchons, on arrive en retard en sécurité. Mais des fois, on le prend par manque de moyens et par manque de finances. D'où le principe des opportunités de la vie. Je parle de cette sœur, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée paralysée. Et je vous dis, dans le monde, quand une fille est paralysée, je préfère encore que ce soit un homme. Tout est paralysé. Quel homme qui va venir prendre en fiançailles plutôt, une fille qui est paralysée et l'amener dans ta famille, et après, quand elle va partir, on va te prendre en réunion dans la chambre, on te dit, est-ce que tu as vraiment bien réfléchi, tout ça, tout ça. Vous voyez comment c'est devenu dramatique pour elle. N'oubliez pas ce que l'argent peut vous offrir. N'oubliez pas ce que l'argent peut offrir à vos enfants. N'oubliez pas ce que l'argent peut offrir aux personnes qui sont autour de vous et à vous-même. C'est ici qu'on ne part pas en vacances. Ici, quand je voyais, à l'époque, quand j'ai travaillé ici, je voyais les gens partir en vacances, je les critiquais. Je voyais ça comme un luxe, quelque chose qui n'est pas essentiel. Mais quand je suis arrivé en Occident, le niveau de concentration, le niveau de travail et de stress que l'on engage, tu dois partir en vacances. Et en plus, par exemple au Canada, on a 6, des fois 7 mois de froid. Et quand l'été commence, les 4 ou les 5 mois là de chaleur, tu dois recharger les batteries. Tu laisses tout. Tu pars au sud, au Mexique, parce que nous, généralement, on part au Mexique, parce que c'est seulement 2 heures du temps. Tu pars soit en République dominicaine, tu fais 2 heures. Tu pars soit en Floride, là où il y a un peu plus de moments de relaxation. Tu pars soit aux chutes de Niagara, un peu plus bas là-bas. Mais ça demande de l'argent. Et quand tu reviens requinqué. L'esprit est renouvelé. Mais que des gens qui ne prennent pas des vacances, que des gens qui n'offrent pas des choses de qualité à leurs enfants, des gens qui ne sont pas capables de pouvoir équilibrer leur vie, simplement parce que, par manque d'argent, on n'a pas les opportunités. Tu dois savoir que la vie est une saison et c'est un cycle qui à un certain moment va s'arrêter. Alors c'est très important de faire des bonnes choses au bon moment. Vous êtes d'accord avec moi? On passe. Je pense que ça doit être la quatrième chose à savoir.
L'argent a des sentiments et des émotions. Hein? L'argent a des sentiments et des émotions. Les sentiments, c'est quoi? On a demandé à un musicien de mon pays, qui s'appelle Marie-Paul, le jour où Pépé Calais est mort, on a demandé, c'est quoi tes sentiments? Il a dit, sentiments. Ça m'a waouh, ça sentiment de... Sentiment de tristesse. Sentiment de tristesse. L'argent a des sentiments et des émotions. Regardez cet auteur, Napoléon Hill. Notez-le. Il a écrit un livre. Waouh! Le jour que j'ai lu ça à la bibliothèque, j'ai sauté. Oh! J'ai oublié le titre, je vous donnerai le titre avant de partir ici, parce que j'avais noté ça ici. Il s'appelle Napoléon Hill. Il est déjà mort. Il dit ceci. Quand vous le malmenez, il le sent. L'argent sent quand vous le malmenez. Quand vous le décevez, il le sent. C'est un être cher et sensible. Traité avec l'argent comme un être bien aimé. Waouh, c'est bizarre, hein? Comment je dois traiter avec l'argent comme un être bien aimé? Je vous renvoie dans la parabole des talents. Quand Christ dit qu'il avait donné 5 talents, 3 talents et 1. Et l'un d'eux avait pris cela, il a mis quoi? Il a caché. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fructifié. Mauvais serviteur. Tu aurais dû donner ça, que j'aille donner ça à un banquier pour aller chercher de l'intérêt. Tu as pris cela, tu as mis cela sous la terre. Qu'est-ce que j'aimerais dire? En finance, on dit ceci. Tout argent que vous avez et qui ne produit pas des intérêts est en train de perdre la valeur. Est-ce que vous savez ça? À cause de l'inflation. Au Canada, l'inflation est à 3%. Avec la crise qu'on a connue dernièrement ici, ça peut être monté à 4%. Mais ici au Congo, le niveau d'inflation, je pense que ça peut même dépasser... Je ne vais pas donner des pourcentages pour éviter des polémiques. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire? Je l'avais dit dernièrement, on était dans une séance, j'avais dit que les $100 de 2005 et les $100 de 2025, est-ce que c'est la même valeur? Non. À l'époque de 2005, si on te donne $100, tu peux faire beaucoup de choses. Mais quand tu arrives maintenant en 2025, on te donne toujours les mêmes $100, tu ne peux pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat fait quoi? Voilà pourquoi l'argent doit être fructifié et produire des intérêts. Vous qui gardez l'argent sous le lit, vous qui gardez l'argent dans des coffres, vous faites très, très, très mal à l'argent. Vous le décevez. Vous le blessez. Vous le malmenez. Et l'argent sent. L'argent sent quand vous le traitez mal. Et généralement, quand vous le traitez mal, s'il part pour qu'il revienne. Tu vois quand tu te... Rappelle-toi, même ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ton ex que tu as bloqué, depuis qu'il est parti, il ne revient pas. Et l'argent, des fois, c'est comme ça. Je ne veux pas que l'argent devienne ton ex. Je veux que vous soyez en bon terme. Alors, la première des choses que tu dois faire, l'utiliser à bon escient. Et la deuxième des choses que tu dois faire avec l'argent, éviter le gaspillage. Quelqu'un dit avec moi gaspillage. Ce qu'on appelle achat compulsif. Tu es sorti avec un autre programme, tu rencontres les mèches en route, tu te dis, ah, j'achète les mèches. Mais dis-moi vraiment, sérieusement, toi, tu étais sorti pour acheter les mèches. Et l'argent sent que tu le malmènes. Des fois, il pleure. Pourquoi tu me fais ça? L'argent a des émotions. Les petits blancs, quand ils entrent dans le supermarché, ils entrent avec des petits carnets. J'avais prévu de prendre 1 kilo de pommes de terre. J'avais prévu de prendre du lait. J'avais prévu de prendre du pain. Et il met dans son panier, il sort. Mais nous, quand on entre dans le supermarché, à l'aveuglette, tu rentres sans programme précis. Comme on dit chez nous, essuie. Et l'argent sent cela. S'il vous plaît, quand je dis que l'argent a des sentiments, ça veut dire que l'argent aime qu'on le respecte. L'argent aime qu'on le traite sagement. Et vous devez savoir qu'à chaque fois que vous avez l'argent dans votre poche, cet argent parle.
Et des fois, il y a des sommes d'argent qui réclament même dans ton cœur. Tu sens que ton cœur bat vite et l'argent te pousse à dépenser, 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 dépenser. Il faut avoir la maîtrise. Un jour, ma femme a acheté les parfums pour parfumer la maison. On n'en avait pas besoin. Oh non, j'étais seulement, j'ai vu ça, j'ai acheté. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'elle, moi aussi, ça m'arrive aussi de faire des erreurs. D'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Et vous devez savoir que dans ce principe ici, il y a une sensibilité parce que il y a certaines choses que tu acquiers. Quand tu les acquiers, au lieu que tu t'enrichis, tu t'appauvris. Vous êtes d'accord avec moi? Avant-dernier principe. L'argent engendre l'argent. Les vulgaires disent l'argent appelle l'argent. Écoutez ce que j'ai dit. Cela signifie que l'argent peut générer davantage d'argent par l'investissement, les intérêts ou d'autres formes de croissance financière. D'autres formes de croissance financière. Elle vous permet de pouvoir capitaliser, elle vous permet de pouvoir augmenter l'argent. Ça va paraître absurde, mais pour avoir l'argent, il faut avoir l'argent. Amen. Et j'ai dit Amen. Je ne vais pas dire Amen, j'ai dit Amen. Frère, tu vas couper cette partie-là. Parce qu'en réalité, en finance, il y a ce qu'on appelle effet de levier. L'effet de levier, c'est utiliser une même force, mais avec des plus gros résultats. Je donne un exemple. Vous connaissez le chariot élévateur. Manuel, hein, pas celui qui est électrique, mais manuel, celui qui a... J'avais un modèle ici, je ne sais pas si je vais... Bon. Je dois sortir de ce PowerPoint, ça risque d'être compliqué. Je vais essayer de vous montrer ça pour être plus clair. Le chariot élévateur. Oh Jésus, j'espère que je vais retrouver ça. Je vais sortir de ce PowerPoint. Si je ne le retrouve pas, je vais simplement parler. Alors, le chariot élévateur, oui, je l'ai ici. C'était ici. Hein? Ah, voilà, j'ai trouvé ça. Tac, je viens ici, je clique là. Ah, ça quand même cool ici dans la PowerPoint. Hein? Voilà le chariot élévateur. Je vais expliquer l'effet de levier. L'élévateur est un instrument qui permet de soulever des objets plus lourds avec la même force. Le jour où j'ai déménagé au Canada, ce n'est pas comme ici, quand tu veux déménager, tu appelles les petits du quartier, viens, tout ça. Là-bas, soit tu vas chez une entreprise de déménagement, tu payes, ils viennent déménager. Si tu as des cousins, tu dois t'assurer le jour où ils ne travaillent pas, ils sont disponibles. Mais ce jour-là, on devait quitter parce que c'était le dernier jour de quitter la maison. Je devais prendre un frigo qui est plus élancé que moi, imaginez-vous. Je devais le déplacer. J'ai souffert jusqu'à ce que le concierge est venu me donner cet appareil-ci. Cet appareil m'a permis de soulever un frigo de plus de 200 kilos. J'ai juste fait rentrer les dents ici. Hein, ça, c'est derrière des pneus. Mais là-bas, c'est comme un plateau comme ça. J'ai fait rentrer dans le frigo. Paf! Dès que j'ai fait ça, le frigo a fait kyo. Je suis descendu sans problème. L'effet de levier, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des petites actions qui créent des gros effets. Les investisseurs savent qu'avec des petites choses, ils peuvent travailler intelligemment pour que les leviers puissent grandir et faire asseoir leur argent. Je vais donner une masterclass sur la bourse. Qui a déjà investi en bourse ici? Qui a déjà investi avec les bitcoins? Les actions, les obligations. Ouais, en fait, en finance, il y a beaucoup de choses. Alors, quand tu sais utiliser ces choses-là, tu peux mettre $100 le matin et le soir, tu retrouves 1600.
Mais c'est aussi très dangereux parce que tu peux mettre les mêmes $100 et puis tu retrouves zéro. Hein. Moi, j'ai vécu ça. J'ai failli monter la tension. Un jour, j'ai mis $1000 et puis je reviens comme ça le matin, $150. Ça chute. Boum. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir là où tu mets les pieds. En fait, l'argent appelle l'argent te dit simplement que plus tu as l'argent, plus tu es capable de pouvoir investir intelligemment et de pouvoir aussi aller plus rapidement dans tes finances. Alors, je ne vais pas trop traîner là-dessus parce que ce n'est pas l'effet de levier n'est pas notre enseignement du jour. Notre enseignement du jour, ici, on parle de 6 choses à savoir sur l'argent. On est sur l'argent appelle... Hein? Ok, l'argent engendre l'argent. Je reviens sur le PowerPoint que j'avais donné. L'argent engendre l'argent, c'est ça. Parfait. Alors, donc, vous devez savoir que plus vous en avez, plus ça peut vous créer d'autres opportunités. Alors, il y a un autre point, ça va être le 6e point, sauf erreur de ma part. Non, ça va être l'avant-dernier point. C'est ça. L'argent vous permet d'acquérir des actifs qui travaillent pour vous. Grâce à l'argent, vous pouvez accumuler des actifs qui peuvent servir de nantissement. Qui connaît un nantissement? Je vais expliquer ça. Le nantissement, c'est les garanties pour emprunter ou acheter davantage. Je vais donner la notion d'actif et de passif. Je vais vous poser une question et j'aimerais que chacun réponde. Une voiture, c'est un actif ou c'est un passif? D'abord, un actif, c'est quoi? Un actif, c'est quelque chose de positif qui te garde de l'argent et qui t'aide à avoir plus d'argent. Un passif, c'est quoi? Un passif, c'est une dette. Hein? Un passif, c'est quelque chose qui te prend en bas, actif, qui te fait monter. Maintenant, acheter une voiture, c'est un actif ou c'est un passif? Ça dépend. La meilleure réponse, ça dépend. Parce qu'au Canada, on achète... Oui. Au Canada, on achète à crédit. On achète à crédit. Et qui dit crédit dit quoi? Intérêt. Et vous savez qu'une voiture, dès que tu sors de la maison du concessionnaire, la valeur fait quoi? Ça baisse. Même si tu l'as acheté à 40 000. Dès que tu démarres, le moteur tourne, le kilométrage commence à tourner, la valeur baisse. Tu peux même revenir après 2 heures. Et ils vont vous dire non, on doit enlever un peu d'argent parce que la valeur baisse. Donc, il faut faire très attention. Il y a des choses que tu appelles actifs qui en réalité ne sont pas des actifs. Ça te prend l'argent. Moi, j'ai fait le commerce des taxis. Sœur Jérémie a une petite idée, la petite voiture bleue qu'on avait. Tu es là comme ça, donc. Viens, Bakanina. Ça qui n'a le côté Bakanina. Au lieu que cela me rapporte de l'argent, c'est moi qui commençais à mettre de l'argent. Vous qui voulez investir, faites très attention. Il y a des choses que vous achetez, au lieu que ces choses vous rendent riches, ces choses vous appauvrissent. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'avais dit ici, qu'il y a des vêtements, des sacs Louis Vuitton, des sacs Gucci, ce ne sont pas des actifs. Parce qu'un sac de 5 000 €, le jour où tu voudras vendre ça pressé, quelqu'un peut te proposer 1 000 €. Derrière 1 000 €, il est gentil. Parce qu'il sait que tu n'as pas d'argent. L'important dans la vie, c'est de pouvoir dissocier les actifs et les passifs. On fera une masterclass sur les dettes. Comment est-ce qu'on peut sortir des dettes? Et je vous expliquerai que les dettes, c'est l'esclavage moderne qui bloque la vie des gens. Il y a des choses qu'on achète qui perdent rapidement de la valeur. Alors faites très attention sur les actifs et les passifs. Voilà pourquoi j'ai donné une notion au début du livre dans l'historique de l'argent. Vous allez voir que je parle de l'or. Pourquoi le gouvernement des États-Unis garde des lingots d'or dans le, comment on appelle ça, Fort Knox, c'est un endroit stratégique où ils gardent de l'or qu'ils ont eu partout dans le monde, ils gardent ça là-bas. Vous savez pourquoi? C'est pour soutenir l'économie de leur monnaie. Ils savent que ces lingots d'or-là est une balance pour soutenir la valeur du dollar américain.
L'or, c'est la seule matière précieuse qui ne perd pas de valeur. D'année en année, ça ne fait que monter. Ça peut baisser juste un peu, mais ça ne fait que monter. S'il y a une chose que tu dois acheter, c'est l'or. Quand je parle de l'or, les gens pensent que ce sont des bijoux. Non, quand je parle de l'or, c'est la connaissance. Plus tu connais, plus tu deviens riche. Et personne ne peut te voler cela. Quand tu as l'argent, va apprendre, va étudier, va développer des capacités qui vont te rendre encore plus riche. S'il te plaît, quand tu as l'argent, ne te presse pas à acquérir des choses pour que les gens sentent que quand tu rentres ici, on sent un parfum. C'est quoi le parfum ici? Oui, on peut sentir ça. Mais quand on va dans ta vie, on voit, tu n'as rien. À partir d'aujourd'hui, cherche à avoir des actifs. Parce que l'argent peut te permettre d'acquérir des actifs qui travaillent pour toi. C'est là où je vais m'arrêter pour dire qu'il y a des actifs qui travaillent pour nous sans que nous puissions travailler. Qu'est-ce que cela veut dire? Warren Buffett a dit ceci: pour devenir riche dans la vie, il faut qu'un homme soit capable de travailler au-delà de 24 heures. Comment ça? Quelqu'un dit avec moi, comment ça? Un jour, c'est 24 heures. Mais comment tu es capable de travailler au-delà de 24 heures? En fait, il a développé un système au point où il a l'argent, il paye les gens pour que les gens travaillent pour lui. Et il prend les heures des gens. Et ça cumule les heures de travail pour lui. On est par exemple à 10 ici. Je dis que, ma soeur, tu vas travailler pour moi 2 heures. Tu vas travailler pour moi 3 heures. Je prends 3 heures, 3 heures. Quand je totalise ça, je totalise à peu près 40 heures des gens qui travaillent pour moi. En une seule journée. Je ne sais pas si on comprend ça. Quand on avait commencé le cabinet, et quand les dossiers commençaient à grossir, on était content. Mais à un certain moment, j'ai commencé à stresser. Je devais être le matin au Tripé Ngaliema, à midi, casier judiciaire, au ministère des Affaires étrangères. Je devais aller voir une maman à Matete qu'on a arrêtée en une seule journée. Je terminais la journée épuisé. Jusqu'à ce que Dieu m'a donné cette sagesse pour te dire que dans la vie, si tu veux devenir riche, tu dois travailler, mais utiliser les heures des autres et les rémunérer pour que ça fasse un levier et pour que tu montes. J'ai pris des petits stagiaires, des jeunes. D'ailleurs, l'un d'eux a rejoint ce cabinet là où nous sommes. Hein? Tu sais de qui je parle? J'ai pris des jeunes que j'ai commencé à encourager. Petit, toi, tu vas aller laisser cette lettre ici. Des dossiers qui étaient moins techniques, moins exigeants, j'envoyais les gens. Un petit 50, un petit 40, un petit 30. Là, lui, il est content. Mais il ne sait pas que moi, je suis plus content que lui parce que je lui ai donné 30, mais je sais que je vais avoir un 200. Vous comprenez ça? Et c'est comme ça que les choses travaillent quand tu veux investir. À un certain niveau, tu ne peux pas rester dans les 24 heures. C'est ainsi que Warren Buffett explique que quand il dort, l'argent travaille déjà pour lui. Il n'est pas encore réveillé, il est dans son lit. Mais il y a des gens qui se réveillent déjà à 6 heures, qui commencent à travailler. Jusqu'à minuit, les gens travaillent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Des fois, au Congo, on croit qu'on a des riches. Vous savez qu'on n'a pas de riches ici? On a des gens qui ont des moyens. Excusez-moi de le dire. Vous allez voir des riches, des multinationales. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent le matin et lisent les emails. Qu'est-ce que son comptable a dit? Qu'est-ce que son avocat a dit? Est-ce qu'il y a un problème? Tout ça, il vérifie. Paf, il a fait. Il va faire ses affaires. Il va jouer au golf. 13 heures, tu vas voir 13 heures de la journée. Lui, il est au golf en train de jouer. Vous croyez qu'il est paresseux? Non, son argent travaille. Et c'est comme ça que tu peux monter. Trouve des collaborateurs. Associe-toi avec des gens. Mets-toi ensemble. Augmente tes heures de travail. Fais travailler les gens. Paye-les. Et tu vas voir qu'à un certain niveau, ton argent va faire l'effet de levier et tu iras plus vite. Je répète, tu iras plus vite. Amen. L'argent vous permet d'acquérir des actifs qui travaillent pour vous. Dans les actifs, ici, j'ai dit que les gens peuvent prendre des heures, mais je peux parler aussi de l'immobilier. L'immobilier. Tous ici, avant de quitter cette terre,
nous devons acquérir un bien immobilier. Nous devons acquérir un bien immobilier. Parce que l'immobilier, c'est l'un des investissements qui ne perd pas de valeur, au contraire, ça prend de la valeur. Ici, peut-être, il y a des spéculations, mais au Canada, il suffit que tu achètes ta maison et que dans ce quartier-là, une grande entreprise vient ouvrir un supermarché à côté. Automatiquement, tout le quartier, la valeur des maisons fait quoi? Augmente. Et c'est la commune qui vous informe. Moi, j'ai un ami qui est burkinabé. Il a acheté une maison à Terrebonne, à côté de Musée Albert, vers le fond là-bas. Terrebonne, là-bas, il y avait des antilopes qui sortent. Les gens ingéraient ce coin-là. Mais quand on a acheté, quelques années plus tard, Costco est venu ouvrir un grand bazar de ce côté-là. Et la ligne de métro est passée par là. Et automatiquement, la ville a notifié à tous les habitants que votre demeure a pris une valeur de 45%. Et lui, il avait acheté à crédit. Il avait acheté la maison à crédit à 300 000 $ canadiens. Quand on lui a dit que sa maison a pris de la valeur, il s'est retrouvé que sa maison coûtait maintenant 510 000 $. Et lui, dans le crédit, il avait mis ce qu'on appelle une mise de fonds. En anglais, on appelle ça down payment. Donc, il a fait une mise de fonds de 15 à 20%. Donc, sur les 300 000, il y avait 60 000 qui étaient alloués. Que la banque t'exige de mettre la mise de fonds et la banque te prête 240 000 pour que tu commences à payer. Et chaque mois, la banque te prend 2 000 $, 2 000 $. C'est comme ça que le crédit fonctionne là-bas et c'est pendant 20 ans. Mais quand il s'est rendu compte que sa maison valait 510 000, il est allé à la banque et dit « je vais vendre la maison ». Et le jour où il voulait vendre, il y a eu une surévaluation. Un Chinois est venu parce que les Chinois, ils ont du cash. Il a acheté ça à 600 000. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les 240 000 de la banque. Il l'a remis. Et il s'est retrouvé en main avec environ 300 000 $ de liquidité. Quel levier! Et au moment où je vous parle, il est allé dans les immeubles locatifs. Il a acheté un immeuble avec 10 portes. Il a acheté ça 1,3 million, quelque chose comme ça. Un petit, il est plus petit que moi, mais il pèse. Quand il achète 1,3 million, il achète la maison 1,3 million, il a 10 portes. Et chaque mois, comme c'est quand même une grosse maison, les paiements mensuels sont aussi gros. C'est-à-dire qu'il a à peu près 11 000 ou 9 000 $, 10 000 $ qu'il doit rembourser à la banque en hypothèque. Et vous savez qui paye ça? Les locataires. Et en plus du fait que les locataires payent ça, il y a aussi une marge qu'il reçoit. Du coup, il se retrouve propriétaire d'un actif de 1,3 million qui se paye elle-même et il se retrouve avec un peu de liquidité. Et imaginez-vous que vous avez un actif de 1,3 million, vous allez à la banque, vous dites je veux refinancer. Et la banque vérifie, voit vraiment qu'effectivement ça se paye soi-même. Automatiquement, la banque va te donner de l'argent sans hésiter. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Malheureusement, dans mon livre, je l'ai mis dans les avertissements au début, j'ai dit que ce livre parle de plusieurs milieux sociaux. Ce que je dis au Congo, c'est un peu compliqué, parce que les crédits, les hypothèques et les évaluations immobilières, c'est différent. Mais vous devez intégrer ces notions-là. Parce que je crois qu'on ne restera pas toujours ici. Dieu va nous appeler à nous étendre. Et quand tu connais ça déjà, tu vas arriver dans un coin où tu ne vas pas te précipiter à acheter une voiture, tu ne vas pas te précipiter à t'habiller cher, mais la première des choses que tu vas faire, tu vas accumuler des actifs. Des choses qui vont travailler pour toi. Parce que vous devez savoir, plus on grandit, moins on doit faire des efforts. Moins on doit avoir des charges. L'âge de la retraite au Canada, c'est 65 ans. Et l'âge de la retraite au Congo, c'est 71 ans, sauf erreur de ma part. Je ne sais pas s'ils ont changé ça, 71 ans. 65 ans aussi? 65 ans. Donc, mon frère, si tu as 35 ans, par exemple, il te reste 30 ans. Tic-tac, 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 tic-tac. Quand tu arrives à 65 ans, repose-toi.
Voilà pourquoi vous allez voir des gens arriver à l'âge de la retraite, mais continuer à fournir des efforts, à travailler pour gagner le pain. Alors que quand on arrive à l'âge de la retraite, on décroche. On commence à manger les fruits de ce que l'on avait investi. Malheureusement, ceux qui sont à la fonction publique ici cotisent pour la retraite. L'INSS, qui est devenu la CNCC, doit à la fin, dès que tu prends ta retraite à la fonction publique, qui te paye cet argent. Mais j'ai eu un dossier d'une cliente ici qui a travaillé 30 ans à l'ONATRA. Elle a terminé sa retraite. Elle est allée comme ça, on lui dit que non, vous allez qui a mes PDG, je envoie l'IACO. Vous imaginez le danger dans lequel on vit. J'oublierai jamais le nom de cette dame, la maman Bilek. Je n'oublierai jamais. Une femme correcte, elle venait au bureau, on faisait des lettres, on faisait... Je dis, mais c'est dans quoi est-ce que l'on vit? Donc, comme je te dis, le système ici pose problème. Ce que je dis dans l'argent futé, il y a des choses ici qui peuvent s'appliquer difficilement. Alors, c'est à toi d'être intelligent, de les contourner afin de pouvoir être un vrai investisseur. J'ai dit, et je vous remercie. Question? Ça mérite plus que ça, non? Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on puisse faire la clôture? D'abord, c'est concernant le paiement des impôts des riches et des pauvres. Parce que vous avez soulevé un point ici, vous avez dit que plus on gagne, plus on paie aussi les impôts. Mais par rapport à d'autres auteurs que nous avons aussi eu à suivre et à écouter, beaucoup n'arrêtent pas de répéter que les riches payent moins les impôts que les pauvres. Alors, je voulais un peu comprendre ce système-là, parce que d'un côté aussi, j'entends qu'on parle du paradis fiscal et tout, c'est des concepts que je ne comprends pas très bien. Mais je pense déjà aussi à la longue, moi aussi, quand je gagnerai beaucoup d'argent, trouver comment est-ce que je peux contourner tous ces trucs-là, puisque je ne veux pas me retrouver avec les 100% de mon argent ou 40% va aux impôts, par exemple. Très bonne question. Non, on peut aller tic-tac comme ça, c'est bien. Oui, les riches payent moins d'impôts que les pauvres. C'est une réalité. Mais c'est proportionnellement à ce qu'ils gagnent. Tu vois? Ils font ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Au côté fiscalité, on va essayer de parler avec des termes simples. Il a une entreprise. Pour éviter de payer l'impôt, il prend l'entreprise, il met ça au nom de son enfant. Et il déclare au niveau de l'impôt que c'est un don que je donne à mon enfant, de son vivant. Quand je mourrai, c'est lui qui va prendre ça, mais avant que je meure, je lui donne ça. Mais l'enfant n'a pas le droit de vendre ça, n'a pas le droit d'utiliser ça, n'a pas le droit de manger les fruits, les bénéfices de cette entreprise. C'est moi qui fais pour ça, mais je lui ai donné. C'est un principe qui existe, qu'on appelle ça fiduciaire. Donc, vous voyez, des fois, les riches utilisent ça. Pourquoi les riches payent moins les impôts? C'est parce que les riches ont accès aux plus grands avocats. Ils ont l'accès aux plus grands comptables qui peuvent les aider à éviter le système fiscal. Et nous, les pauvres, enfin, pas nous les pauvres entre guillemets, nous, on n'est pas les bons, on est des normaux. Hein? Les pauvres, entre guillemets, payent beaucoup d'impôts parce que les pauvres, tu gagnes 50 000 $ de l'an. Bon, au Canada, c'est quand même, c'est rien. 50 000, c'est rien. Et on te taxe 8 000 $ d'impôts. 8 000 $ d'impôts, c'est quand même beaucoup, au point que ça a tendance à pouvoir te mettre en difficulté. Donc, en bref, c'est proportionnellement. Si tu veux, on pourra faire un truc sur la fiscalité, mais pour l'instant, retiens seulement que les riches ont accès à des avocats et des comptables qui leur permettent de pouvoir faire l'optimisation fiscale. Ce n'est pas illégal. L'optimisation fiscale, ce n'est pas illégal, mais l'optimisation fiscale te permet de pouvoir de trouver des astuces pour éviter de payer beaucoup plus d'impôts. Ils font des dons aux riches. J'avais dit aux églises. J'avais dit que Bernard Arnault a donné 100 millions de $ pour reconstruire la basilique, l'église qui était brûlée à Paris.
Il a fait ça pourquoi? Parce que c'est un don qui va compter dans ses impôts et qui va faire baisser ses impôts. Et s'il était imposé à 10 millions, et puis il était imposé à 1 milliard, il sera moins imposé grâce à ce don-là. Donc ce sont des techniques comme ça. On va aller sur tes questions. Pose les 3 questions parce que le temps est en train de filer. Alors, la deuxième question concerne les intérêts, particulièrement pour les chrétiens. Parce que depuis que j'ai grandi, on n'arrête pas de me répéter qu'un chrétien ne prête pas de l'argent en attendant de récupérer cet argent avec les intérêts. Alors que là, maintenant, nous sommes dans les affaires où j'ai des projets de commencer à prêter de l'argent, tout comme les banques, et puis de les récupérer avec les intérêts. Alors vous, en tant que financier, aussi en tant que pasteur, j'aimerais connaître un peu votre avis sur le sujet. Et c'est dit où qu'on ne peut pas prêter, qu'on ne peut pas faire des intérêts? Ce sont des prédications comme ça. Oui. Mais le contexte, il est différent. Hein. Donc, le prêt à intérêt, déjà à la loi congolaise, c'est interdit de prêter avec intérêt si tu n'es pas une institution financière. On appelle ça l'usure. C'est une infraction en droit congolais. Et ici, on appelle ça banque Lambert. Hein, c'est ça, banque Lambert. Donc, je vais aller vite pour gagner du temps. Donc, techniquement, le prêt à intérêt, est prohibé par la loi, mais cependant, quand vous êtes une institution financière reconnue, telle que les banques prêtent par intérêt. Vous êtes obligé de prêter par intérêt. Donc, si tu es chrétien, chef ou président d'une banque, tu ne pèches pas en prêtant de l'argent moyennant intérêt. Mais une personne comme ça, qui est n'est pas officielle, si tu prêtes comme ça et tu fais un contrat où tu dis que tu prêtes avec intérêt, tu peux avoir des problèmes par rapport à la loi. Donc ça, je peux te dire, c'est ça. Merci. Et la troisième et la quatrième question, vous avez parlé de la culture, ce qu'on gagne comme argent. Voilà. Par rapport, il y a un point, une phrase que vous avez dit dans votre livre qui est en grand caractère, vous avez dit qu'on ne devrait pas dire ce qu'on gagne comme argent. J'ai constaté que dans la communauté anglophone et française, les Américains ont cette culture-là, c'est presque comme une fierté de célébrer, partager ce qu'on gagne en chiffre d'affaires pour aussi motiver aussi les autres. Mais nous, de notre côté, les francophones, c'est vraiment c'est presque tabou même de demander à quelqu'un ce qu'il gagne dans la vie. Alors, vous avez aussi dit ça dans votre livre. Alors, je ne sais pas, cette culture-là, vous pensez qu'on devrait ou pas l'employer quand on échange On doit vivre prudemment. On doit vivre prudemment. Vous allez voir que les vrais riches ne s'exposent pas. Les vrais riches, on les sent dans leur... Essaye avec ton micro, fais attention avec ton micro. Les vrais riches, on les sent dans leur qualité de vie. Quand je dis qu'on ne doit pas exposer sa richesse, c'est-à-dire que éviter le bling-bling. Tu vois? Tu nous viens ici avec une grosse chaîne en or. Je suis en train d'insister. Tu nous viens ici avec une veste qui coûte 10 000 $. Tu nous viens ici avec un parfum d'une teneur au point que quand tu rentres ici, tout le monde a l'impression qu'il a mis ton parfum. Un vrai riche ne vit pas comme ça. Les vrais riches, quand vous deviendrez riches, parce que je crois que tous ici on deviendra riches, vivez sobrement. C'est ce que j'ai voulu dire dans le livre. Vivez sobrement afin que votre richesse, les gens s'en rendent compte que quand ils s'approchent de vous. Tu vois? Mais ne vivez pas dans le clinquant. Et parce que la plupart des gens qui vivent dans les clinquants, ça tire des problèmes. Matalana ici. On appelle ça Matalana, voilà. Ça tire des problèmes et ils ont des problèmes spirituels. Je ne vais pas parler de la sorcellerie. Des problèmes même avec le fisc. Vous voyez? Il y a des gens qui ont été poursuivis par le fisc simplement à cause d'un post Facebook. Il y a un joueur en France qui avait posté son photo Facebook. Malheureusement, il avait une montre qui coûtait 300 000 €. Et il a posté ça comme ça. On a fait les calculs de ce qu'il déclare par an. On s'est rendu compte que ce qu'il déclare par an, pour acquérir cette montre-là, il doit travailler pendant 10 ans. Alors que cette montre-là, il a acheté. Comment il a acheté? Le fisc lui envoie une lettre. Tu vois? Donc, c'est en d'autres termes, vivre caché, c'est vivre mieux. Mais je ne dis pas, il faut vivre comme un Congo là où pas si caca. Non. Je suis en train de dire que évitez le bling-bling. Un vrai riche, vous allez d'ailleurs le constater, si vous allez même dans les pays occidentaux, vous allez voir que les riches, des fois, les grandes marques, des griffes, tout ça, ils n'en ont pas. C'est nous les Congolais, quand je vais au Canada, je suis au métro, je ne sais, on ne me dit pas, mais quand je vois ça, c'est un Congolais.
Tu vois, moi, Gianni Versace, on a écrit ça ici, tu vois, moi, tout ça, et puis t'expliques, j'ai acheté ça cher, tout ça. Mais quand tu regardes dans son compte, il a des négatifs. Va sur ta dernière question. Voilà. Ma dernière question, c'est concernant les dettes. On avait dit que les dettes bloquent la vie des gens et que nous devons en sortir. Une fois de plus, par rapport aux conférences aussi que nous suivons, ou même certains riches aussi interviennent, ils ne cessent de répéter qu'ils vivent des dettes. Ils n'arrêtent pas de contracter des dettes, des crédits pour faire fructifier leur bien. Alors,